Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Franck Berthaud, expert en restructuration stratégie d'entreprise, coach en entrepreneuriat, qui a décidé il y a 2 ans de créer un centre incubateur pour jeunes entrepreneurs. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci de partager ton expérience avec nos téléspectateurs. Un plaisir. Alors, on le disait dans la première partie de notre émission, après des années en entreprise, tu reviens en Côte d'Ivoire et ce retour sera définitif. Tu crées notamment un centre incubateur qui est à Pillon-sur-Rue. Parle-nous de ce centre, pourquoi avoir fait ce choix? Alors, c'est une réponse à ce qui nous semble à l'époque à la fois une demande et un besoin, puisque il y a à peu près 10 ans, on relance des activités de conseil sorties de cette expérience d'ONG. Donc d'abord un cabinet en stratégie, en restructuration d'entreprise, en management. Et nos clients nous demandent d'aller un peu plus loin, en tout cas des clients un peu plus importants, pour faire ce qu'on appelle de la levée de fonds, du corporate finance ou de la cession d'actifs. Et à l'époque, je reçois beaucoup de dossiers que je ne sais pas traiter, ce qu'on appelle des greenfields ou des startups, ça dépend de la dimension et du secteur, donc c'est-à-dire des projets qui n'existent pas. Et il n'y a pas beaucoup de réponses sur qu'est-ce qu'on fait comme offre pour les aider, pour les accompagner, soit pour lever de l'argent, soit pour les accompagner en termes de conseils. Les prix, les prestations, les honoraires qu'on pratique ne sont pas du tout adaptés. Comment on fait? Comme à l'époque, on est en même temps qu'à Abidjan, on est présent à Dubaï, je finis de définir ou designer un incubateur pour un investisseur dubaïote. Et puis, partant de cette expérience-là, on adapte des programmes de la Banque mondiale qui sont dédiés aux petites entreprises. Et à partir de ça, on se dit, tiens, sur Abidjan, comment on peut adapter ce modèle-là? Donc on cherche. Et puis au bout de 6 mois, on se lance. Et c'était il y a 2 ans. Donc on décide d'abord de faire un coworking center, c'est-à-dire un espace partagé où des entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, des jeunes qui se lancent, qu'ils soient ivoiriens, européens, peu importe, ont un espace où ils vont pouvoir avoir des ressources, des mètres carrés, de l'internet, de l'électricité, des réponses qui vont partager à un coût qui va être beaucoup moins important que s'ils devaient se trouver un local, etc., etc. Donc on commence par ça. À partir de ce moment-là, on ajoute des services pour les aider, pour ceux qui veulent aller plus loin, à s'inscrire, à enregistrer leur société au niveau du CPC ou à travers d'autres organismes, un soutien juridique, un soutien comptable, etc., etc. Et puis petit à petit, on rajoute un 3e étage à cette fusée qui passe par des ateliers de formation. Parce qu'on s'aperçoit très vite qu'il y a une vraie demande, que certains entrepreneurs pensent que c'est un espèce de job, que ça va aller vite. De plus en plus, on parle d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il y a des modèles, il y a des icônes, il y a ce qu'on pourrait appeler des champions qui forcément n'en sont pas. Il y a les médias qui s'emparent de ça. Donc, quelle est la part de réalité? Quelle est la part de rêve? Quelle est la part d'inspiration? Ils sont un petit peu perdus par rapport à tout ça. Et ils se rendent vite compte qu'il y a un moment, faut un business plan. C'est quoi un business plan? Il faut d'abord un business model. C'est quoi un business model? Il faut de l'argent. Il y en a qui se découragent en pensant que s'ils n'ont pas trouvé d'argent, ils ne peuvent pas faire leur projet. Il y en a qui voient des choses à la télé ou sur Internet, ils veulent faire la même chose, ils veulent recopier. Il y en a qui veulent faire de la techno, il y en a qui veulent faire de l'agriculture. Voilà, il y a toute cette énergie, elle est là. Et on s'est dit comment on va essayer de canaliser ça sur notre partie, parce qu'on n'est pas les seuls évidemment à le faire. Et nous, on choisit d'entrer, ensuite de se mettre dans l'incubation. L'incubation, c'est le fait d'accompagner un projet pendant 6 mois, 1 an, avant qu'il ne sorte. Il sera préparé, l'entrepreneur ou les équipes, puisqu'on est nous plus enclin à accompagner d'abord des équipes. Pour nous, une start-up, c'est d'abord une équipe, parce qu'on va miser aussi, ou les investisseurs ou les clients vont miser sur une équipe, pas simplement sur un chef d'orchestre. Il y en a des très bons, mais il y a une fameuse phrase qu'on emploie souvent en coaching qui dit qu'on peut aller vite seul, mais quand on est plusieurs, on va loin. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là. Et puis, il faut à la fois saisir des opportunités et prendre son temps. Il faut être armé, sinon il y a des échecs. Aujourd'hui, Franck, qu'est-ce que tu penses justement de la multiplication des startups en Afrique? Alors, c'est une question complexe. Pour faire vraiment très court, je dirais c'est un petit peu réducteur, mais il y a 2 Afriques. Il y a l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Évidemment, il y en a plus, mais pour faire simple, il y en a 2.
Si on parle d'un secteur comme les technologies, ce qu'on appelle les TMT, donc un mélange de techno, de télécom et de médias, qui est une appellation un peu plus adaptée à ce qu'on appelait l'éthique, qui était un petit peu plus périmée. 60 à 80% des investissements, notamment des fonds d'investissement qui vont mettre de l'argent dans le capital de ces sociétés, est concentré sur 3 ou 4 pays. On parle de l'Afrique du Sud évidemment, du Nigeria, du Kenya, et suivant les secteurs, on va parler soit de l'Éthiopie, soit d'autres pays. Et malheureusement, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 1% de ces investissements-là. Donc c'est à peu près 300 millions de dollars l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet en Côte d'Ivoire, mais ce qu'il faut... Voilà, très clairement, quand on est en techno sur des marchés où forcément il faut beaucoup d'habitants. C'est le cas du Nigeria avec plus de 180 millions d'habitants. C'est le cas de l'Éthiopie et de l'Égypte avec plus de 80 à 100 millions d'habitants. Il faut de la stabilité, il faut de l'infrastructure, parce que quand on utilise de la techno, il faut du très haut débit, de la fibre optique de qualité qui soit disponible. Il faut de l'infrastructure. Sans ça, la filière est condamnée à attendre ou à s'installer dans un autre pays alors que son activité commerciale n'est pas forcément là où sont ses serveurs. Ça, c'est un exemple. C'est l'exemple du marché anglophone. Il y a évidemment beaucoup de projets. Il y a des pays et des zones qui sont plus axés sur des projets sociaux et agricoles. La Côte d'Ivoire connaît depuis 7-8 ans un vrai bouillonnement, une vraie énergie, mais de façon extrêmement concrète. Il n'y a pas tant de projets que ça. On parle beaucoup du mot start-up. Il y en a beaucoup moins dans la réalité. Ça va venir. C'est un problème de maturité de marché. Je crois qu'on est en train aussi de rentrer dans un cycle de maturité où, après l'effet tendance, mode, buzz, il y a des vraies réalités qui sont là, avec des vrais services. Il y a des vrais projets. Et puis, il y a aussi des talents parmi des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets qui se sont révélés parce qu'ils savaient parler de leur projet. Ce n'est pas forcément des gens qui ont réalisé leur projet, mais ils se sont fait connaître avec cette capacité de parler, cette capacité de communiquer autour du projet. On en connaît. Il y en a qu'on a aidé à aller aux États-Unis et qui sont désormais à Paris. Non pas que ce soit le Graal en tant que tel, mais ils ont trouvé leur voie. Donc voilà, c'est un mouvement qui est là, qui trouve forcément une réponse à des besoins. Donc il y a énormément de projets, mais il y a des réalités. Il y a des réalités économiques, il y a des réalités de projets, de qualité de leadership. Tout le monde n'a pas forcément la bonne idée. Souvent, on a la mauvaise idée, on pense que... Et c'est génial, parce que la première fois qu'on est entrepreneur, qu'on a une idée, une création, on va manger le monde. Personne ne nous arrête, c'est nouveau, on veut montrer à tout le monde qu'on sait faire. Cette créativité-là, elle est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire quand on n'a pas le choix, quand on est dans la contrainte. On a d'autant plus d'idées quand on est dans la contrainte. C'est comme ça, c'est le processus créatif. Ça ne veut pas dire que pour autant, sur certains pays, il faille entretenir, notamment dans certains secteurs ou à travers certains États, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de subsistance ou de survie. C'est bien au quotidien, mais ce n'est pas forcément une voie. Il faut arrêter, d'après moi, de faire croire aux jeunes qu'ils vont créer leur emploi. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter de dire que c'est facile. Il faut arrêter de dire que c'est pour gagner de l'argent. D'après moi, c'est faux. Et on peut avoir la bonne idée et ne pas pouvoir la mettre en pratique. Exactement. Et il faut s'associer. C'est pas forcément s'associer au sens business et capital du terme. Il faut en parler à d'autres entrepreneurs, il faut se regrouper, il faut venir dans les coworking centers, il faut venir dans les incubateurs, il faut en parler, il faut aller à des conférences, il faut regarder, il faut comparer. On est dans un marché aujourd'hui qui est hyper ouvert. Donc quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire a peut-être un client quelque part. Et on n'est pas à l'aventure où on va arriver sur un mur prétendre qu'on est CEO. Voilà, c'est la grande mode, tout le monde est CEO, tout le monde est consultant, tout le monde est expert. Dans la réalité, la crédibilité qu'un partenaire, client, investisseur va mettre dans votre projet, c'est d'abord sur vous, sur votre capacité à tenir vos promesses, sur votre capacité quand vous vous trompez à réagir, à rebondir, donc cette agilité dont on parlait tout à l'heure, et pas forcément sur le titre qu'il y a sur une carte de visite qui en plus n'existe pas et dans un projet qui n'est pas concrètement organisé. Mais voilà, on parle de scale-up, il y a des étapes, il faut les suivre. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon chef d'entreprise ? Alors, je ne vais pas jouer sur les mots. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dirige une entreprise, donc qui n'est pas forcément la sienne.
où il n'a pas forcément mis son argent. Donc un chef d'entreprise, pour être bon, il doit être manager, gestionnaire et bon communicant. Un entrepreneur qui met son argent, qui met celui de sa famille ou qui prend des risques, parce que c'est les deux facettes d'une même médaille, il y a l'opportunité, il y a le risque de l'autre côté, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, c'est quelqu'un qui est agile, je ne le répétais pas jamais assez, c'est quelqu'un qui est résistant. Ce qui va faire la différence à la fin, c'est celui qui, même s'il a mis un genou à terre, ou celle, pardon, qui est persévérant. Il faut de l'abnégation. Et qui sait demander des conseils aussi. C'est exactement ça. Souvent, des chefs d'entreprise, ils pensent qu'ils savent tout. C'est ça, il faut de l'humilité. Et ils n'osent pas aller vers les exactement. autres pour c'est échanger. De l'humilité. Voilà. Il faut de l'humilité. On est dans le monde des questions, on est dans le monde des solutions, on n'est pas dans le monde des problèmes. On a décidé sur une opportunité de voir quelque chose qui manque et d'y trouver une réponse, alors que quelqu'un d'autre qui sera votre voisin ou votre voisine va plus se dire mais tu es fou, puis tu veux faire ton malin, mais ça sert à rien, donc surtout quand on se plante, parce qu'en général il y a une espèce de transfert de jalousie, puis voilà, tu as voulu quitter ton job, et puis maintenant ça fait quoi? Maintenant tu te casses la voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Il y a, suivant les écoles, entre 9 et 12 dimensions, j'en ai évidemment oublié quelques-unes. Il faut être gestionnaire, il faut savoir s'entourer, il faut être un bon leader. Je crois que la capacité aussi, c'est de faire par d'autres ce que vous ne savez pas faire. Voilà, c'est aussi être capable de s'entourer. Alors j'imagine que tu rencontres pas mal de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais s'il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre quand on démarre, c'est laquelle? Penser que ça va être facile et penser qu'on a une bonne idée. Dans 99% des cas, c'est pas le cas. L'idée existe ailleurs où elle n'est pas adaptée à votre marché, et surtout vous n'avez pas fait ce qu'on appelle une proposition de valeur complète. Étudier vos schémas de vente, étudier votre capacité à créer de la valeur au sens économique du terme, donc de faire du bénéfice, et surtout être capable de répliquer votre modèle, c'est-à-dire de faire en sorte que l'idée que vous avez, qui est valable dans un quartier d'Abidjan, va être valable dans un autre quartier. Souvent, quand on voit des pitchs ou des présentations de projets, que ce soit des business plans qu'on reçoit ou quand on fait partie de programmes de MBA en entreprise, dans les écoles ou dans les universités ou dans des business schools, ou des projets qu'on reçoit, souvent, la même erreur, et ça c'est valable pour les pays francophones, et j'ai rien contre les pays francophones évidemment, tout de suite on dit, voilà, je suis en Côte d'Ivoire, puis je vais attaquer l'Afrique de l'Ouest, puis je vais attaquer le monde, quoi. Ok, si c'était aussi simple que ça se saurait. Et quand bien même je vous souhaite de le faire, ça se passera en 10 ans ou en 20 ans. Pour revenir à ton expérience, quel a été pour toi le moment le plus décisif de ta carrière? Que ce soit en Europe ou ici je crois que c'est le moment où, malgré mon premier échec, je décide de continuer autrement. Je me souviendrai toujours, et je pense qu'elle verra ces images-là, de la réaction de ma petite sœur qui, quand j'annonce que je me remets dans le business, commence à pouffer de rire à table, ce qui est tout à fait charmant. Non, pas du tout. Elle n'y croyait pas. Non, elle n'y croyait pas. Elle disait, Franck, quand même. Et donc ça, c'est typiquement la réaction de quelqu'un, évidemment, de protecteur, mais qui ne connaît pas. C'est pas une obsession. L'échec fait partie de l'équation. Évidemment, on essaye de réduire ça. Il faut bien comprendre qu'on entreprend. Le mot entreprendre, c'est prendre entre deux prises, c'est-à-dire rassembler quelque chose avec quelque chose, entreprendre. Et on est au milieu pour faire que ces choses qui sont séparées se réunissent. Donc on est des créateurs, on est des faiseurs. Il faut être complet, tout dépend de l'environnement et des idées, et c'est quelque chose qu'on a en soi, je crois. Peut-être qu'on le découvre à l'occasion de certains parcours. Donc voilà, moi ça a été décisif. J'ai eu des déconvenues sur la Côte d'Ivoire d'un point de vue business aussi en tant qu'entrepreneur, parce que franchement, c'est pas facile tous les jours. On est sur des terrains compliqués. Et parfois la loi ne vous protège pas ou pas suffisamment parce que c'est d'autres forces qui sont en présence, mais ça fait partie de l'équation, il faut les adresser. Et moi, ce qui est vraiment décisif, et à chaque fois, c'est de tirer une leçon des situations de difficulté pour en faire des forces. C'est vraiment ça, si moi je dois le caractériser, et ce qui me nourrit, c'est vraiment ça. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Franck Berthaud, coach, formateur, expert en entrepreneuriat et restructuration d'entreprise.
Alors Franck, selon toi, quels sont les secteurs porteurs en Afrique dans les 10 ou 20 années à venir? Alors, y a ceux qui évidemment nécessitent le plus d'investissements qui sont à la fois prisés par des grands groupes. C'est notamment le cas des infrastructures, donc tout ce qui est construction de ponts, d'infrastructures logiques, physiques, informatiques et fibres optiques. Mais pour les tendances qui nous sont données en ce moment en termes d'observation, il y a beaucoup de choses qui touchent au solaire. Il y a beaucoup de choses qui touchent à l'agriculture, parce qu'on a quand même sur le continent une capacité et un nombre de terres arables qui sont certainement les plus importantes et en même temps les moins exploitées, au bon sens du terme, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer avec la terre. Donc il y a des vrais potentiels. Il y a des vrais potentiels sur ce qu'on appelle les agtech, c'est-à-dire les technologies adaptées à l'agriculture, tout simplement, ou les énergies vertes. L'économie verte pour être plus précis. Il y a des vraies tendances là-dessus. Puis après, pour parler de services de proximité, il y a aussi des vrais besoins en termes de commerce, en termes de services, parce que il y a toujours des débats sur est-ce que la classe moyenne en Afrique de l'Ouest représente 300 ou 350 millions d'habitants. Je pense que le débat n'est pas là. S'il y a autant d'investissements dans des circuits traditionnels de distribution à la fois modernes et traditionnels, c'est qu'il y a un potentiel de marché. Après, il faut s'adapter au marché. Il n'y a plus d'existence de copier-coller entre des modèles qui marchent en Asie, aux États-Unis, en Europe et qui arrivent à marche forcée sur le continent. Il faut repartir du marché. Il y a énormément de potentiel. Moi, ce que je dis souvent à des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, c'est de faire simple. Quand vous aurez de l'argent et de l'expérience, on pourra utiliser des modèles qui consomment beaucoup de capitaux, ce qu'on appelle les CAPEX. Mais il y a des services de proximité, il y a de l'argent à faire aussi en bourse, en Côte d'Ivoire notamment. On a la chance d'avoir une bourse des valeurs qui à la fois n'a pas beaucoup de valeur, à peu près 36 ou bientôt 40, mais qui est très dynamique. Quand on n'a que 40 valeurs sur un marché boursier, on a le temps de se documenter, de s'informer. On peut faire des investissements en bourse avec 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Et je peux vous dire, pour le faire avec une partie de l'épargne de nos entreprises, c'est que vous pouvez faire entre 30, 50, 60 et 70%, voire 100% de rendement sur certaines valeurs. C'est possible. Il faut être informé. C'est pas du jeu. C'est pas quelque chose qui se fait sans un apprentissage. Mais il y a un ticket d'entrée qui est extrêmement faible. Donc il y a beaucoup d'opportunités sur les marchés, notamment francophones, où il ne faut pas beaucoup d'argent. Il faut faire simple. Voilà. Mais d'ailleurs, quand on est à l'extérieur, tout le monde dit qu'il y a tout à faire en Afrique. Après, faut savoir. Faut bien le faire aussi. Faut bien le faire. Je rappelle qu'on est sur un continent avec 54 réalités. La réalité de l'Éthiopie n'est pas la réalité du Ghana. Les marchés anglophones ont un système d'économie libérale qui fait que l'État ne fait que être le garant des conditions pour un investisseur étranger ou pour un entrepreneur de réaliser son business dans les bonnes conditions. Il n'a pas la main mise sur le secteur économique. L'application du droit, non pas que les pays francophones soient en retard, mais est en général plus facile dans les pays anglophones. Et les barrières principales dans le business, on ne le dira jamais assez, c'est la corruption, c'est le fait de ne pas avoir un délai rapide pour créer son business et d'être en capacité de travailler simplement pour ses clients sans forcément être dans des inerties ou des contraintes, même si elles diminuent, notamment pour le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr. Alors, on l'a dit dans cette émission, tu as connu beaucoup de succès et tu continues d'en connaître d'ailleurs. Mais quel est ton leitmotiv quand tu as des passages à vide ? Bon, les passages à vide font partie. Moi, je crois qu'on marche tous à une seule chose, c'est l'énergie et la motivation. Donc, il faut être très clair dans sa tête, savoir ce qu'on veut. Faut aussi se donner les moyens de faire le travail. Moi, mon leitmotiv, c'est que j'ai envie d'apprendre tous les jours. Mon leitmotiv, c'est que, en général, plus j'ai de contraintes et de difficultés, plus j'apprécie le challenge. Je me calme parce qu'aujourd'hui j'ai 47 ans et qu'il y a un moment, il faut se soigner quelque part. On apprend aussi à faire l'essentiel.
et j'ai une vraie passion de l'échange et de la transmission. Autant j'aime les débats quand il s'agit de travailler sur des sujets politiques, citoyens, etc., ou même culturels, autant j'ai cette passion d'accompagner des projets, d'être curieux, et puis d'apprendre tous les jours. Et je trouve ça assez fantastique. Alors après, l'énergie, on la trouve dans ce qu'on mange, dans le sport, au niveau de ses amis, et je crois qu'il faut savoir bien s'entourer, et puis quand on a des épreuves, se dire aussi qu'elles ne sont pas là par hasard, et que c'est à nous d'essayer de les transformer. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Je viens de passer 10 ans bientôt sur cette espèce de résilience avec ce deuxième parcours entrepreneurial, et notamment sur l'Afrique de l'Ouest, et puis un petit peu le Proche-Orient avec Dubaï. On a commis encore des erreurs. On a par contre trouvé un modèle économique qui nous correspond, très très agile, très léger. Et donc le chemin qu'on vise et qu'on essaye de viser pour les 10 prochaines années, c'est on vient du service et du conseil. On a une vision avec notre groupe Antilope d'aller vers ce qu'on appelle la gestion d'actifs, d'abord par le métier qu'on fait. On connaît bien ces chaînes-là, et puis on investit dans 3 secteurs principalement, qui font écho à nos envies, à nos expériences. Le premier, c'est celui qu'on a déjà, qui s'appelle l'innovation et le business services. Le deuxième secteur dans lequel on a mis un premier pied, et notamment à travers le Nigeria, où on s'installe ce mois-ci, à Abuja, qui est le trading. Donc on est sur des secteurs de retail et de trading pour la classe moyenne. Et un troisième secteur qu'on connaît assez bien pour l'avoir adressé en tant que manager, chef d'entreprise ou président de groupe, c'est l'agro-industrie, où on a signé notamment un accord qui nous donne un petit peu envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'est nos 3 secteurs. Dans 3 pays, on a une vision extrêmement claire de ce qu'on veut faire. On y va avec de plus en plus des partenaires en co-investissement, parce que parfois ça coûte un petit peu cher. Mais notre passion, c'est de trouver les modèles économiques, ce qu'on appelle les payback, avec des modèles assez souples et très durables. On ne s'éperpille pas et on essaye d'adresser des marchés qui nous correspondent, quoi. Alors, pour terminer, quels conseils pourrais-tu donner à tous ces jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, peut-être le premier conseil, c'est d'oser. On ne sait pas ce qui se passe derrière cette idée d'entrepreneur, donc il faut le faire. Encore une fois, commencez petit, commencez par regarder autour de vous ce qui se passe. Moi je fais partie d'une école de pensée qui consiste à dire, et je provoque un petit peu quand je fais des conférences volontairement, mais c'est pas une histoire d'argent. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Évidemment, il nous faut de l'argent. Quand on a un peu d'argent, on fait un bout de chemin. Quand on a un peu plus d'argent, on va plus loin, plus vite. Mais c'est pas une question d'argent. Vous n'aurez jamais d'argent si vous n'êtes pas capable de défendre votre idée, d'avoir de répondre aux interrogations de votre famille, de vos voisins, de vos amis qui vont vous challenger pour vous dire mais toi t'es un VI ou etc. quoi, comme on entend autour de soi. Il faut avoir cette capacité à convaincre. Il faut avoir un projet qui réponde à une communauté de besoins d'usagers, quel que soit le modèle économique. On peut faire une entreprise pour gagner de l'argent, mais aussi faire une entreprise pour aider sa communauté, son quartier, à faire que sa rue soit plus propre, à développer des écosystèmes à travers l'agriculture ou à travers le respect de l'environnement. Et donc, faut travailler ça. L'argent est un moyen, ce n'est pas une fin, d'après moi. Et donc, il faut renverser, il faut changer de paradigme. Il y a un challenge absolument fantastique quand on est dans un pays, dans une zone où 70% de la population a moins de 30 ans. Ça s'appelle une richesse. Ce qui fait l'avenir d'un pays, c'est ce qu'on fait pour les générations qui arrivent. On a des vrais fondamentaux en Côte d'Ivoire. On a déjà effectué beaucoup de miracles. Il ne faut pas se tromper maintenant de projet, il faut être sérieux, il faut se concentrer sur des réalités. La communication politique a évidemment ses ambitions et ses objectifs que je respecte, mais dans la réalité de tous les jours, on sait aussi, entrepreneurs, ivoiriens, ce qu'on vit dans certains environnements. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas simplement Abidjan. La richesse de la Côte d'Ivoire, c'est surtout l'intérieur du pays. Il y a énormément de choses qui se passent dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans l'est, dans l'ouest. Donc cette nation regorge de talents. Et les jeunes qui n'ont pas eu la chance soit d'aller à l'école, soit
d'être ce qu'on appelle des nantis parce que la famille était un peu aisée ou parce que, etc., sont tous à côté des vrais héros qui sont les parents. Il y a des gens qui travaillent extrêmement dur, qui sont ouvriers, qui vont au champ et qui se sacrifient pour le petit quelque chose qui reste pour que les enfants aillent à l'école. Ça, faut respecter ça. Quand on est gamin, on n'a pas l'impression que c'est important. On préfère prendre un baca, aller à Bassam ou ailleurs pour faire des bêtises. C'est bien de s'amuser, mais il faut aussi se respecter ceux qui nous permettent d'avancer. Ceux qui se sacrifient. C'est extrêmement important et ça fait une communauté et je pense que ces talents-là ont besoin d'être un petit peu guidés. Je ne vais pas faire mon vieux père, mais il est important d'avoir des valeurs dans la vie. Il est important d'avoir des projets. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser. Il faut aller à l'école. Et quand on ne va pas à l'école, on ne se donne pas forcément les bonnes cartes pour plus tard. On s'en apercevra plus tard. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le pays d'à côté, dans la région d'à côté. Ce qui fait la richesse d'une culture, c'est aussi sa diversité, d'où elle vient, où elle va. Et puis il faut être curieux. Le monde, c'est 194 pays. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je crois qu'il faut avoir cette envie-là de ne pas se laisser des petites facilités et de se dire ça ne va pas marcher. Il faut oser, voilà. Et aujourd'hui, avec Internet, ils ont encore plus de chances, je veux dire, d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Alors, merci Franck de nous avoir reçus dans tes locaux, d'avoir partagé ton expérience avec nos téléspectateurs. Nous te souhaitons donc le meilleur à venir pour toi et tes poulains. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv, même heure, même chaîne, et d'ici là, que Dieu vous garde.